Située à 80 km de Paris, Provins est une majestueuse cité médiévale du département de Seine-et-Marne et en plein cœur de la Briboisée. Autrefois centre prospère des foires de Champagne au Moyen-Âge, elle attire des marchands de toute l'Europe, ce qui en fait une ville d'importance internationale. Aujourd'hui, et du fait de la réputation de ces fameuses foires de Provins, Provins a un attrait touristique qui est quand même très important. On a énormément de monde chaque année, que ce soit en individuel, en groupe, en visite guidée adulte ou encore en scolaire. La ville s'est développée par rapport aux fameux marchands de la ville de Provins qui arrivaient de toute l'Europe. Ici, on ne va pas retrouver comme d'autres villes, comme par exemple à Rouen ou Troyes, des rues toutes petites. Non, ici, elles sont très larges justement pour que les marchands puissent passer avec leurs charrettes. On ne retrouvera pas non plus des maisons dites à encorbellement. On en retrouvera avec des petits encorbellements, mais encore une fois, pas représentatifs par rapport à d'autres villes. Son riche héritage historique se reflète dans ses imposants remparts, la tour César et la collégiale Saint-Kyrias. Provins conserve encore aujourd'hui l'atmosphère authentique de son passé médiéval, retranscrit dans plusieurs spectacles tout au long de l'année. Les plus grandes fêtes médiévales d'Europe, qui attirent plus de 150 000 personnes, font de cette ville un témoignage vivant de l'histoire de la région. Visitons ensemble Provins, l'un des plus beaux villages d'Île-de-France. Provins, dès l'an 1000, se situe au cœur du commerce européen et c'est vraiment à partir du XIe et XIIe siècle que Provins devient propice à cet essor des foires de Provins, principalement avec le comte Thibaut II. Thibaut II, lui, il aime l'échange humain et étant donné que Provins se trouve au cœur de toutes ces routes, donc il y a 9 routes principales et 11 routes secondaires, l'avantage c'est qu'elles passent toutes par Provins et on peut y développer ces fameuses foires de Provins qui ont été une grande renommée médiévale, une grande renommée, on pourrait dire même à l'international en enlevant les Amériques, bien évidemment. Provins n'est pas seulement une ville riche, c'est également une ville qui est puissante. Provins est tout de même la 3e ville la plus importante de France entre le XIIe et le XIIIe siècle, après la ville de Paris et Rouen. Tous les monuments emblématiques de la ville de Provins, tels que les remparts qui sont derrière moi, ainsi que la tour César ou encore la collégiale, sont bien évidemment des symboles de puissance. Nous ne sommes pas loin de la frontière du domaine royal. Et le but aussi, en quelque sorte, des comtes de Provins, des comtes de Champagne, était de montrer leur puissance face au domaine royal. Derrière moi, nous avons les remparts qui étaient dotés au Moyen-Âge de 12 portes. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2, la porte de Saint-Jean et la porte de Jouy, juste derrière moi. Ces portes étaient très importantes dans le sens où c'était l'entrée des marchands qui arrivaient et surtout l'entrée des péages et des impôts. À l'époque, les marchands apprécient la sécurité offerte par la cité, malgré les lourdes taxes dont ils doivent s'acquitter. En effet, si les marchandises sont volées et que les voleurs parviennent à s'échapper, l'intégralité des biens leur est remboursée. Les remparts de la ville, conçus pour empêcher une fuite trop lointaine, ajoutent une couche supplémentaire de protection, garantissant ainsi une certaine tranquillité d'esprit aux commerçants.
Donc nous voici actuellement sur les remparts érigés au XIIIe siècle sous Thibaut IV de Champagne. Thibaut IV dit le chansonnier. Aujourd'hui, il ne reste plus que 1,2 km. Au Moyen-Âge, nous avions tout de même 5 km de remparts. Autant de remparts à Paris qu'à Provins, ce qui montre que Provins souhaitait être une place forte. Aujourd'hui, il nous reste 22 tours et 2 portes contre 12 au Moyen-Âge. Si on s'attarde bien sur toutes ces différentes tours, eh bien on peut remarquer qu'il n'y en a pas une seule qui est pareille que l'autre. Signe encore une fois de richesse et de puissance, tout simplement parce qu'il faut plusieurs architectes pour construire ces différentes tours et donc évidemment cela coûte de l'argent. On retrouve également sur ces remparts tous les symboles militaires, c'est-à-dire tout ce qui est meurtrière, fossé, porte de poterne, ou encore à l'époque des fossés bien plus profonds avec des pièges. Fin du Moyen-Âge, les Chinois ont apporté le canon en Europe, particulièrement en France. Donc ils ont dû casser très rapidement ces parties-là pour pouvoir y poser ce fameux canon. Ces imposants remparts, ainsi que tous les autres édifices de la cité, permettent à Provins d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. De nombreux acteurs de la ville travaillent à la transmission de ce patrimoine aux visiteurs, notamment à travers des spectacles. C'est le cas des Aigles des Remparts, un spectacle unique, mêlant histoire médiévale et démonstration de vol d'oiseaux. Nous sommes dans la cité médiévale de Provins, qui est vraiment absolument merveilleuse. On a un site de spectacle où on prend plaisir tous les jours à travailler. Nous avons plus de 80 rapaces de 20 espèces différentes. Donc nous allons réaliser différents tableaux. On va un peu voyager dans le monde, que ce soit avec le tableau des Touaregs. Nous allons faire chasser un faucon qui est le plus rapide au monde, avec des piquets à plus de 300 km/h. Nous allons faire voler des aigles, notamment le pigard qui va partir juste au-dessus de notre tête et qui va venir pêcher dans ce bassin. Donc on va vraiment simuler tout ce qu'ils peuvent faire dans la nature. Nous avons aussi des vautours qui vont voler, des oiseaux nocturnes, que ce soit des hiboux, des chouettes. Ce spectacle, imaginé par Monsieur et Madame Artel, existe depuis plus de 30 ans. Ces 45 minutes de représentation réunissent 2 cavaliers et 7 fauconniers professionnels pour accompagner ces différents oiseaux. Grâce à leur savoir-faire, ils offrent aux spectateurs une expérience unique, où l'histoire et la nature se rencontrent dans un cadre authentique. Les oiseaux sont très entraînés, mais cependant, le jour où nous avons 3 spectacles, on essaye un petit peu de relayer. Nous avons pas mal de doublons sur la même espèce, donc on essaye un petit peu de les mettre au repos, de les faire voler, suivant leur état de forme, mais on n'a aucun inconvénient à pouvoir travailler avec eux. Le travail de fauconnier demande beaucoup de patience, mais en contrepartie, des liens incomparables se créent. Alors Floki, on a une relation assez spéciale, lui et moi. Il est arrivé chez nous, il avait 3 mois. Et donc j'ai suivi un petit peu son nourrissage jusqu'à l'affêtage. Donc j'ai eu le plaisir avec ma compagne, Camille Artel, de pouvoir faire son affêtage. Et à l'heure d'aujourd'hui, il fait du spectacle avec nous et il prend plaisir comme nous on en prend. Voilà. L'affêtage se définit comme l'éducation d'oiseaux de proie. C'est l'une des tâches principales des fauconniers, qu'il applique ici, dans la volière où sont réunis les oiseaux du spectacle. Issus d'élevage, ils sont entraînés quotidiennement afin de maintenir leur forme physique et de créer un lien de confiance avec les affêteurs. Une fois que cet affêtage est fait, on va pouvoir travailler avec ces oiseaux pour la chasse, pourquoi pas, la chasse au vol, au bas vol. Donc peut-être pas avec les pigards, mais plus avec des aigles royaux, avec des faucons, avec des busses de harris. Ou alors, on va travailler en spectacle. Et donc, ça va être encore une deuxième partie après l'affêtage, c'est de pouvoir faire comprendre aux oiseaux qu'est-ce qu'on attend d'eux. On va vraiment recréer les exercices qu'ils ont l'habitude de faire dans la nature. Donc les pigards, on va leur faire pêcher un morceau de viande à la surface de l'eau, donc comme ils le feraient dans la nature, aller pêcher le poisson. Le faucon, nous allons faire du leurre, comme il pourrait chasser avec son haut vol et aller piquer sur ses proies. C'est un travail de patience, de rigueur. C'est vraiment,
On va dire que c'est une passion qui est devenue métier, puisqu'on est là tous les jours avec eux, à travailler, à les comprendre. J'ai eu la chance de ma jeune carrière de pouvoir faire l'affêtage de faucons, de différents rapaces. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux parce que des oiseaux, comme vous le voyez, je les mets au monde, je les sors de l'œuf, je fais leur affêtage et ensuite je vais travailler avec eux un spectacle. Donc j'ai une relation avec eux du début jusqu'à la fin, malheureusement, parce que comme nous, un jour ou l'autre, on partira. Donc c'est vraiment merveilleux pour moi de travailler avec ces oiseaux. Le but, c'est de pouvoir travailler en harmonie avec les oiseaux parce que c'est des vrais athlètes et nous, on a besoin aussi d'assurer tout ça. Et puis on assure un spectacle, on assure les gens, il faut qu'ils sortent avec un sourire, avec des oiseaux plein les yeux, comme je pourrais dire. Ces oiseaux ne sont pas les seuls à battre des ailes à Provins. D'autres animaux moins imposants, mais tout aussi importants, se retrouvent à butiner dans la roseraie de Provins, entretenue par Bruno Clergeau. Cet espace verdoyant met à l'honneur la rose sous toutes ses formes, et en particulier l'emblème de la ville, la rose de Provins. J'ai créé cette roseraie pour justement faire honneur à la rose de Provins. Le but en 2007, en la rachetant, c'est de faire un lieu pour l'évolution et l'histoire des roses, en partant de cette fameuse rose de Provins qui fait partie du patrimoine depuis 1240 et en allant jusqu'aux roses modernes. Considérée comme la mère de toutes les roses modernes, la légende raconte que la rose de Provins aurait été ramenée de Damas par le comte Thibaut IV pour sa bien-aimée à la suite d'une croisade. Quand vous arrivez à la roseraie, eh bien, c'est un lieu qui se trouve à portée de vue des monuments. Et donc, vous êtes encore intramuros à l'intérieur de la cité. Et la chance, c'est que vous avez 3,5 hectares de jardin. C'est un jardin arboré, peuplé de nombreux arbres qui datent de l'ancienne pépinière. Et donc, j'ai créé des îlots de verdure, des clairières, où j'ai installé ces fameuses roses. Donc aussi bien les roses de Provins que certaines évolutions de roses anciennes et aussi des roses chinoises, puisque les roses chinoises ont apporté ce qu'on appelle le phénomène de remontance dans les rosiers, c'est-à-dire la capacité de refloraison pendant toute la saison estivale. Donc un lieu où il fait bon se poser et, je dirais, laisser passer le temps. Alors ici, on a donc ce fameux rosier de Provins, Gallica officinalis, parce que justement, au temps des croisades, il permettait avec ses pétales de guérir différents maux. Et donc nous, ce que l'on fait, on l'utilise en prenant ces pétales et en les laissant diffuser dans de la crème glacée, voire en faisant des confitures. Sans elles, on n'aurait pas eu les roses modernes de maintenant. C'est vraiment l'ancêtre. Et donc, on s'est permis de la cultiver ici pour la divulguer à travers l'Europe, le monde. Cette fleur, remarquable par son importance dans l'évolution des espèces de roses, l'est tout autant par son aspect gustatif, comme l'a souligné Bruno. De nombreux produits dérivés sont concoctés à Provins, dont le fameux confit de rose. Sylvain, co-gérant et chef de cuisine de la Ronde des Abeilles, nous révèle le secret de sa préparation. On va préparer ensemble notre produit emblématique de chez nous, qui est le confit à la rose de Provins. Voilà. Du coup, on va préparer une base de gelée et je vais verser mon sucre avec mon eau. Après le sucre, on rajoute du coup le miel de chez nous.
l'eau commence à bouillir. Du coup, on rajoute nos fameux pétales de rose de Provins. On rajoute notre jus de citron et on va pouvoir mettre en pot. La rose n'est pas le seul emblème de Provins. Dans un autre registre, la tour César, un édifice médiéval emblématique datant du XIIe siècle, est le symbole du pouvoir de la cité. Construite par les comtes de Champagne, elle se distingue par son architecture militaire unique au monde. Nous retrouvons Harmonie pour en savoir plus sur son histoire. Nous voici devant le monument emblématique de la ville de Provins qui n'est autre que la tour César. Donc érigée au XIIe siècle sous le comte Henri le Libéral, cette tour est vulgairement un donjon, mais c'est surtout un symbole de puissance. Quand on arrive de la ville de Paris, on la voit au loin et c'est ce que les comtes souhaitaient. Du bas de la motte de la terre jusque tout en haut au niveau du dragon qui est l'emblème de la ville haute de Provins, on a 37 mètres de hauteur, ce qui est tout de même exceptionnel pour l'époque médiévale. Au niveau de l'architecture, c'est la seule et unique que vous verrez ainsi, que ce soit en France, en Europe ou encore dans le monde. Cette tour est sur une base carrée et elle est octogonale. La tour principale et les 4 tourelles d'angle forment cet octogone. Aujourd'hui, elle est dotée de toitures, ce qui n'était absolument pas le cas au Moyen-Âge. À l'intérieur, vous trouverez une salle des gardes, un chemin de ronde, ainsi qu'un clocher actuel qui était autrefois un deuxième chemin de ronde. Il est évidemment doté de créneaux et de merlons. Lorsque vous vous trouvez sur le chemin de ronde, vous avez une vue panoramique à peu près 16 km. Cela permettait aux gardes qui étaient postés à l'intérieur de la tour de pouvoir anticiper l'arrivée des ennemis et de prévenir les gardes qui étaient positionnés au rempart et donc en première ligne de front. Le nom Tour César peut étonner. Elle ne s'appelait absolument pas Tour César à l'époque médiévale. Ce nom vient du XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, on imagine un Moyen-Âge sombre, ce qui n'est absolument pas le cas, bien évidemment. Et donc, on préfère attribuer les mérites à l'Antiquité, principalement à Jules César, qui était un symbole de puissance. Donc, automatiquement, on donne ce nom au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule cloche de l'époque médiévale, une cloche du XIIe siècle qui pèse à peu près 2 tonnes, qui malheureusement ne fonctionne plus. Et la deuxième cloche qu'il reste date du XIXe siècle. Les 4 autres cloches ont été fondues pour en faire de la monnaie ainsi que des canons. D'après une légende, Louis XIV aurait promis de faire livrer des nouvelles cloches à la ville de Provins, à la collégiale. Nous attendons encore les cloches promises par Louis XIV. Du haut de la tour César, on peut apercevoir un autre édifice emblématique de la cité, la collégiale Saint-Kyrias. Érigée en hommage à Kyrias, également connu sous le nom de Judas pour sa contribution à la découverte de la vraie croix du Christ, cette église témoigne de l'importance religieuse et politique de Provins à l'époque médiévale. Commencée sous le règne des comtes de Champagne, la collégiale reste un symbole de la prospérité passée et du déclin ultérieur de la ville, avec sa construction inachevée. Ce monument est un lieu incontournable pour les amateurs d'histoire et d'architecture médiévale. Nous voici désormais devant la collégiale Saint-Kyrias. Alors collégiale tout simplement parce que c'était un collège de chanoines, souhait effectué par le comte Henri le Libéral. Alors cette collégiale, telle qu'on peut la voir derrière moi, on a le sentiment qu'elle est austère et pour preuve, elle n'a pas été terminée. Si la collégiale avait été terminée, la place sur laquelle je me trouve actuellement aurait été l'allongement de cette collégiale. Si elle avait été terminée, elle aurait été plus grande que Notre-Dame de Paris. Chaque arbre qui se trouve autour de moi aurait dû être une colonne de cette fameuse nef. La collégiale Saint-Kyrias de Provins est restée inachevée en raison de divers défis financiers et politiques.
Les guerres, notamment la guerre de 100 ans, ainsi que le déclin économique de la région, ont interrompu sa construction. Le manque de ressources, conjugué à la centralisation du pouvoir royal, a également joué un rôle crucial dans l'arrêt des travaux. 3 août 1429, la venue de Jeanne d'Arc après avoir fait sacrer Charles VII, roi de France à Reims, eh bien, ça a permis de tenter de redynamiser la ville. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné malgré sa venue, contrairement à d'autres villes comme par exemple Orléans, Beaugency, Melun ou plein d'autres encore. À l'intérieur de la collégiale Saint-Kyrias de Provins, nous découvrons une architecture gothique impressionnante, marquée par ses voûtes élancées et ses arcs-boutants. La nef, vaste et lumineuse, est ornée de vitraux colorés qui diffusent une lumière tamisée. On y trouve également des reliques de Saint-Kyrias, ainsi que des œuvres d'art sacrées, comprenant des tableaux et des sculptures. Cette atmosphère de recueillement et de grandeur témoigne non seulement de l'histoire religieuse de Provins, mais aussi de son riche patrimoine culturel. Ces édifices sont les témoins d'un passé chargé d'histoire à Provins. Aujourd'hui, le spectacle équestre médiéval, la légende des chevaliers, contribue également à la préservation et à la transmission de l'histoire de la cité. Ce spectacle mêle habilement récits historiques et éléments fictifs. L'histoire de la société Equestrio, c'est la naissance d'une passion, hein, le spectacle qui m'anime depuis que je suis tout jeune. Et le lieu que vous avez derrière moi, là, qui est complètement magique, c'est Rempart. Il a suffi en fin de compte de planter quelques décors, d'y rajouter des chevaux, cavaliers, princesses. Et là, l'histoire elle vient tout de suite. Hein. Ce petit côté magique, il est assez facile à faire fleurir. Plusieurs spectacles sont proposés, hein, donc sur le même lieu, toujours au même endroit. Donc là, il y a la légende des chevaliers, le spectacle phare où on part au Moyen-Âge, qui est basé sur des personnages de Provins, hein, Thibaut de Champagne, Blanche de Castille, Jean de Bréban, personnages historiquement justes par rapport à l'époque. Et puis on a romancé un peu, parce qu'on fait du spectacle, hein, on n'est pas des puristes non plus, on s'est lâché, on a mis des méchants un petit peu sortis de notre imagination pour donner un petit peu plus de suspense et d'ambiance au spectacle. Et donc ce scénario, je l'ai conçu, on l'a conçu avec ma femme, hein, qui a été à l'écriture, qui s'est renseignée, qui a potassé, qui a fait un très long travail en approche, de façon à ce que ça soit le plus réel possible, quoi. J'ai des comédiens, mais j'ai aussi des animaux. J'ai beaucoup de chevaux parce que ça rentre bien dans le profil et dans le sujet. Mais on s'est lâché un petit peu, on a une petite vache, on a un chameau, des chèvres, des oies, des pigeons, des cochons. On a plein de petits animaux qui gravitent parce que j'ai choisi, moi j'ai eu la chance de vivre à la campagne, de montrer quelques animaux comme ça, au plus près des enfants et du public, parce qu'on a beaucoup de clientèle qui viennent maintenant, qui n'ont plus l'occasion de voir tous ces petites bêtes. Et moi, j'ai eu la chance de commencer dans un lieu qui s'appelle le Puy du Fou, donc pour le citer. J'ai commencé en culotte courte, à l'âge de 10 ans, j'ai fait partie de cette première équipe. Et là, j'ai toujours été passionné et aimé ça. Et maintenant, j'étais chevalier pendant de nombreuses années, mais les années passent et voilà, je passe la succession. On va se préparer, donc on va mettre les costumes, on va vérifier les dernières pièces de sellerie. On va aussi répéter tous les combats parce que comme l'équipe tourne tous les jours, à chaque fois, et dans les rôles et dans les personnages, il faut tous les jours que chacun soit bien là où il doit être et avec la bonne précision parce que ça reste des armes, hein, il ne faut pas se tromper, chaque jour est un nouveau jour. Cette précision, elle ne doit pas être prise à la légère. Tous les costumes, les décors, les accessoires, c'est fait maison, à quelques exceptions près. Hein, mais tout ce qu'on peut faire, on le fait de façon à ce qu'on ait notre identité, notre créativité. Il faut laisser nos âmes d'enfants s'épanouir un petit peu. En parcourant les rues pavées de Provins, en arpentant ces imposants remparts et en découvrant ces monuments historiques, on ne peut qu'être transporté au cœur du Moyen-Âge. Cette ville,
avec ses trésors architecturaux et ses traditions vivantes, offre un véritable voyage dans le temps. Les emblèmes floraux comme la rose de Provins, ainsi que les monuments historiques tels que la tour César et la collégiale Saint-Kyrias, nous ont été révélés par des passionnés œuvrant à préserver l'histoire et l'authenticité de cette cité médiévale. Et c'est pour cela que Provins mérite indéniablement sa réputation d'être l'un des plus beaux villages d'Île-de-France.